Bonjour à vous mes chers psychocasses et merci d'avoir changé de plateforme. Dans la précédente vidéo, j'expliquais comment les pouvoirs totalitaires comme le nazisme et le stalinisme propagèrent de la désinformation de masse. Pour désinformer, ils instrumentalisèrent les médias de l'époque afin d'endoctriner les peuples à une idéologie leur disant quoi penser, comment parler et quand se taire. Une idéologie qui prenait la forme d'un discours exigeant une adhésion sectaire, une croyance fanatique et qui ne pouvait nullement être remis en question. Pour visionner la première partie, je vous mets le lien de la vidéo en barre de description. Aujourd'hui, nous allons comprendre comment les masses endoctrinées réagissent face à un discours totalitaire. What the heck happened in Germany in the 20s and 30s? You know, very intelligent, highly educated population, and they went barking mad. And how did that happen? The answer is mass formation psychosis. When you have a society that has become decoupled from each other and has free-floating anxiety and a sense that things don't make sense, we can't understand it. And then their attention gets focused by a leader or a series of events on one small point, just like hypnosis. They literally become hypnotized and can be led anywhere. Lorsqu'on parle de masse, on se réfère à une quantité importante d'une matière compacte, sans forme définie, comme une foule par exemple. Lorsque les individus rejoignent la masse, ils perdent non seulement leur esprit critique et leur singularité, mais ils vont jusqu'à sacrifier aveuglément leurs intérêts personnels en faveur d'une collectivité. Dans son œuvre La psychologie des foules, Gustave Le Bon mentionnait déjà que l'âme de l'individu au sein de la masse est complètement fondue dans l'âme du groupe. Plus précisément, cette uniformisation, c'est-à-dire le fait de se conformer et de se comporter comme le groupe, est accompagnée par une perte presque absolue de la pensée rationnelle et de l'habileté à la pensée critique, y compris chez les gens qui, en temps normal, sont considérés comme des intellectuels et qui sont capables d'une pensée critique bien fondée. Puisque Hannah Arendt l'avait déjà repéré au début des années 30, en fait, la majorité des intellectuels soutenaient le nazisme. La très grande majorité. Mais ces gens-là sont dans le corps, ils sont dans les émotions, ils sont dans le mouvement. Et ce que dénonce Günther Anders de Heidegger, c'est une pensée figée et statique. Et je pense que la majorité des intellectuels sont dissociés d'un rapport au corps, à la réalité de l'expérience et restent dans les discours. Et quand on est dans un groupe qui réfléchit ou qui pense d'une certaine façon, on est aussi influencé par le groupe, par l'imitation au groupe. C'est très compliqué d'avoir vraiment une posture philosophique au sens propre qui est celle de la solitude, qui à un moment donné vient interroger. Donc je pense qu'il y a pour beaucoup d'intellectuels une problématique de cet ordre-là. En temps de crise, cette uniformisation va générer une forte tendance à céder à des pulsions d'agression, de frustration, voire d'anxiété. Nous y reviendrons plus tard dans la suite de la vidéo. Mais d'après vous, que se passe-t-il lorsque les individus fondus dans la masse sont endoctrinés par un pouvoir totalitaire ? Face à un discours totalitaire, ces individus fondus dans la masse vont former une collectivité qui aura pour essence un collectivisme profondément irrationnel. Cette irrationalité découle d'une désinformation de masse mettant en avant l'effort de la responsabilité citoyenne et de la solidarité. Peu importe la véracité de ces arguments, la masse croit au discours non pas parce qu'il est vrai, mais simplement parce qu'il permet de créer un nouveau lien social. Mein Herr, das deutsche Volk ist wieder stark geworden in seinem Geiste, stark in seinem Willen, stark in seiner Beharrlichkeit, stark im Ertragen aller Opfer. Herr, wir lassen nicht von dir, nun segne unseren Kampf unsere Freiheit und damit unser deutsches Volk und Vaterland. En revanche, cette même collectivité devient profondément intolérante envers tous ceux qui refusent de participer à cet effort collectif et envers les voix dissidentes. Par la suite, cette collectivité s'appuie sur des sources d'informations ayant une mentalité
paranoïaque, elle permet au gouvernement de pénétrer au cœur même de la vie privée des citoyens. Bizarrement, elle devient de plus en plus susceptible à l'endoctrinement et elle adhère fortement à une propagande pseudo-scientifique grotesque. Néanmoins, le professeur Matthias Desmet souligne que cette participation active de la masse à la dérive totalitaire est tout sauf égoïste. En effet, le pouvoir totalitaire, par son discours pervers et paranoïaque, réussit à manipuler la masse en actionnant les cordes sensibles que sont la culpabilité et la terreur. Une fois que ces cordes sensibles sont activées, la masse a l'illusion d'agir de façon solidaire, altruiste, voire sacrificielle. Ce pouvoir totalitaire obtient de la masse le renoncement de ses droits et de ses libertés inaliénables tout en nourrissant une hostilité envers ceux qui ne se sont pas soumis au même sacrifice que la masse. В дальнейшем я уж вам в самом основном в своем показании объяснил, что контрреволюционные настроения у меня по адресу советской власти все время меня не оставляло. Государственное обвинение требует от специального присутствия Верховного расстрелов всех до одного посмертия. Il est important de souligner que la formation des masses est aussi vieille que le monde lui-même et s'est manifestée sous différentes formes à travers l'histoire. Par exemple, lors de la nuit de Saint-Barthélemy qui fut une formation des masses sur le court terme, ou à contrario, la Révolution française étant une formation des masses sur le long terme. A l'inverse, les phénomènes du nazisme et du stalinisme témoignent d'une diversité plus importante et beaucoup plus durable. Comme le mentionnait le professeur Matthias Desmet dans son œuvre Psychologie du totalitarisme, il existe 4 conditions préalables à la formation des masses. Ces 4 conditions s'amplifient lorsqu'on y ajoute l'ingrédient de la terreur, car la terreur est le terreau du totalitarisme. Have the loudest voice. And that's why in the end, up to 95% or even sometimes even more, go along with the totalitarian narrative, with the narrative that led to the mass formation. Première condition, c'est la généralisation de la solitude, l'isolement social et le manque de liens sociaux au sein de la population. Pour satisfaire cette condition, le sociologue Léon Lowenthal nous explique que lorsque la population fait partie intégrante d'une collectivité, la terreur achève son œuvre de déshumanisation en privant cette collectivité de toute communication directe, et ce malgré le dispositif de communication existant. L'individu soumis aux conditions terroristes est toujours seul et pourtant jamais seul. La peur prive de la capacité à avoir une réaction émotionnelle ou intellectuelle spontanée. Penser devient un crime stupide, c'est mettre en danger sa propre vie. Les êtres humains vivent alors dans un état de stupeur, dans un coma moral. La caractéristique essentielle pour former les masses est donc l'instrumentalisation de la terreur afin d'assurer l'isolement et l'absence de relations sociales chez l'individu. Hannah Arendt nous affirme que cette première condition est la plus importante et elle nous dit que la terreur est constitutive du corps politique totalitaire. Tout simplement parce que la fonction de la terreur est également utile pour effacer le lien rationnel entre les décisions du gouvernement et le sort des individus, ainsi que d'éliminer tout rapport de causalité entre victimes de la terreur et culpabilité. Par exemple, dans le régime stalinien, les intrusions systématiques dans la vie privée des individus se sont faites avec la période des purges, qui visait à éliminer les camarades qui ne méritent pas leur affiliation au parti, les carriéristes et les égoïstes. Le but est de maintenir l'individu en état de peur permanente qui épuise petit à petit ses propres défenses et l'empêche de questionner les décisions du pouvoir. Ou encore avec le nazisme, lorsqu'Hitler en mars 1933 obtint les pleins pouvoirs, son parti décida d'ostraciser les communistes et autres partis de l'Assemblée parlementaire tout en intimidant les partis restants afin de maintenir une majorité écrasante. Cette détérioration du tissu social conduit inéluctablement à la deuxième condition. La deuxième condition, c'est le vide existentiel, autrement dit l'incapacité à trouver du sens à sa vie. L'homme est une créature sociale par excellence, il vit pour les autres. Retirer ce lien avec les autres et il expérimentera sa propre vie comme étant vide de sens. Par exemple, l'ère industrielle a retiré partiellement le sens du travail. Aujourd'hui, le lien entre ce qu'on a produit et la personne à qui cette chose est destinée est simplement rompu. Le travailleur devient simplement un rouage dans la grande machine industrielle. En ce sens,
La terreur va favoriser la désagrégation du continuum d'expérience. Plus précisément, cette terreur va atomiser psychologiquement la population par le biais d'une succession d'événements traumatisants, des chocs traumatiques à répétition, et finit par figer les individus dans le temps, là où il n'y a ni passé, ni futur, rendant impossible pour l'individu à se projeter dans l'avenir et par extension favorise l'incapacité à élaborer des projets professionnels, personnels ou des projets de vie. Ce vide existentiel combiné à la désagrégation du continuum d'expérience conduit l'individu à se réfugier dans une vie épicurienne, voire hédonique, le rendant excessivement vulnérable à la formation des masses. La troisième condition est la présence généralisée de l'anxiété et d'un malaise psychologique au sein de la population. Cette anxiété est psychologiquement difficile à gérer et présente le risque permanent de générer un état de panique. C'est pourquoi une personne qui a perdu son lien avec l'autre et qui est dans un vide existentiel expérimente généralement un malaise et une anxiété indéfinissables. In one time, at an object, for instance a virus, but it could also be the Jews, or it could also be like in Nazi Germany in the beginning of the 20th century, or the aristocracy in the Soviet Union. So what happens, I think, is that when a mass formation emerges, all this anxiety that is already present in a population is suddenly directed at one object, and from there on, leaders of masses can easily use that at their own advantage. And once people are in this state, a state which is called a socially atomized state, once people are in this state, they start to deal with a specific kind of anxiety, frustration and aggression. What we often call a free-floating anxiety, frustration and aggression. People feel anxious, frustrated and aggressive without knowing what they feel anxious, frustrated and aggressive for. It's that state that makes people vulnerable and sensitive to mass formation. Pour reprendre l'exemple du régime stalinien, la terreur accentuait ce sentiment d'anxiété et de malaise psychologique lors des emprisonnements pour les motifs les plus futiles. Vous étiez dans une soirée entre amis, vous aviez l'audace de critiquer le parti unique, vous étiez dénoncé comme un traître avant la fin du repas. Lors d'une sortie, vous êtes interpellé arbitrairement dans la rue par le NKVD, Commissariat du Peuple aux Affaires Intérieures, et il vous questionne sur votre adhésion au parti et sur de potentiels opposants issus de votre entourage. Vous ne souhaitez pas les dénoncer, vous êtes donc complice et êtes immédiatement arrêté. Ou lors de la répression massive de l'art et de la culture allemande, lorsque Goebbels décida de s'attaquer frontalement aux écrivains et aux artistes considérés dans leurs actions comme étant des esprits non allemands. Ils furent réduits au silence et leurs œuvres détruites. Goebbels a également participé aux autodafés massifs de livres en mai 1933, plus de 25 000 livres brûlés, au cours desquels sont jetés dans les flammes les écrits de Karl Marx et de Sigmund Freud, pour ne citer qu'eux. Le maintien d'un haut seuil de vigilance, d'anxiété, de peur et d'excitation au sein des masses favorise la suggestion à l'hypnose au point de commettre des crimes ou à en être complice. Crimes et complicité que d'honnêtes gens ne commettraient pas en temps de paix. La quatrième condition est une souffrance généralisée de la frustration et de l'agression. La littérature psychologique est très claire. Le lien entre l'isolement social et l'irritabilité est réel. Les gens souffrant de solitude, de vide existentiel et d'une anxiété associée à un malaise indéfinissable se sentent en général fortement irrités, frustrés ou agressifs. Avec une telle souffrance psychologique, ces individus cherchent à extérioriser cette souffrance vers un objet et vont céder aux pulsions d'agression et de frustration. Un exemple frappant d'extériorisation de la souffrance vers un objet peut être la persécution massive des juifs allemands suite à l'ascension au pouvoir d'Hitler en 1933. Le 15 septembre 1935, la loi de Nuremberg fut votée. Celle-ci interdisait aux juifs de détenir la citoyenneté allemande et d'épouser des Allemands. Ou encore lors des pogroms antisémites en Allemagne, plus connus sous le nom de Nuit de Cristal, organisée par Goebbels en novembre 1938. Cette nuit de cristal était caractérisée par des actes de violence spontanés envers les juifs et leurs propriétés, leurs commerces, leurs biens et leurs synagogues. Cette nuit de cristal indiquait clairement que les nazis et le gouvernement toléraient les représailles envers la communauté juive uniquement lorsqu'elles étaient organisées et exécutées de manière officieuse.
Les effets psychologiques qu'enduraient les Juifs se traduisaient par un sentiment de persécution en perpétuelle croissance. Les historiens estimèrent que plusieurs centaines de Juifs se sont suicidés les jours et les semaines qui suivirent les pogroms. Alexis de Tocqueville, dans son ouvrage « De la démocratie en Amérique », nous dit qu'au sein de la masse, les individus sont dépouillés de la conscience de leur propre identité. Agglutinés dans un seul corps de croyances, les individus peuvent être entraînés aux pires extrémités jusqu'à soutenir les décisions les plus arbitraires et les plus dangereuses du pouvoir totalitaire. Une collectivité qui suit aveuglément cette irrationalité favorise la transgression de toutes les barrières éthiques. Elle perd toute forme de diversité et de créativité, ce qui permet au pouvoir totalitaire d'être l'ennemi de l'art et de la culture. Mais une fois qu'il y a cette formation des masses et que la terreur est propagée, comment se poursuit le déferlement totalitaire? Eh bien, cette question fera l'objet d'une prochaine vidéo intitulée « Le totalitarisme c'est quoi? Partie 3, la mise au pas ». Pour vous remercier de votre fidélité, je vous partage gratuitement un PDF qui synthétise les notions élémentaires que nous venons d'aborder concernant la formation des masses et qui est disponible en barre de description. Ce PDF sert de guide pratique et vous donne accès à des ressources supplémentaires pour enrichir votre expérience psychopédagogique. Mais attention, il disparaîtra au moment où je publierai la 3e vidéo de cette série. Alors n'hésitez pas à vous le procurer. Pour terminer, cette thématique de la formation des masses est d'une actualité brûlante. Elle peut nous questionner sur nos propres comportements, nos propres failles, nos propres faiblesses, mais elle nous donne également l'opportunité de se positionner et de puiser dans notre imaginaire afin d'élaborer des solutions pour se protéger mentalement d'une dérive totalitaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à écrire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, si le sujet était clair, et surtout, est-ce qu'il y a des thématiques, des réflexions que vous souhaiteriez qu'on aborde lors des prochaines vidéos? Dernière chose, pour contribuer à la visibilité de la chaîne et à sa croissance, je vous invite à mettre le petit pouce en l'air et à partager cette vidéo autour de vous. Ces petites actions sont rapides et faciles à mettre en place et surtout elles permettent d'éclaircir les consciences. En attendant la prochaine vidéo, je me réjouis de vous retrouver et tiens à vous remercier pour l'attention que vous portez à cette chaîne. Je vous transmets mes meilleures vibrations, prenez soin de vous les psychocasses et à bientôt.